Ok, bonjour à tous. Alors du coup, je vais vous partager mon écran. Ce sera plus simple. Aujourd'hui, du coup, comme l'a dit Marcel, je vais vous parler de ma mission chez Oscaro. Et donc concrètement, ça va être les progrès, les réussites et échecs d'une équipe qui a démarré le plus gros projet de l'année pour son entreprise, sans backlog. Et on va voir, c'était une sacrée aventure. Avant de commencer, je vais me présenter. Donc Léon Brottier, j'ai fait 3 ans dans le produit, essentiellement en B2C, donc secteur bancaire et e-commerce. Mais j'aime aussi le trading, le développement et je suis un DIY. Avant d'aller plus loin dans la présentation, je voulais aussi vous dire que même si c'est moi qui raconte cette histoire, c'est pas mon histoire, c'est pas mon œuvre, c'est une équipe, c'est des gens motivés qui sont tous ensemble et que je tiens à remercier avant de faire quoi que ce soit. Donc le contexte de ce Rex. Comme vous l'avez compris, c'est un produit B2C, mais plus précisément, c'est du e-commerce. Donc, c'est-à-dire qu'on va gérer un catalogue, une relation avec des fournisseurs, des transporteurs, de la logistique, de la comptabilité et bien sûr du client. Mais en plus de ça, c'est un e-commerce avec un contexte international. Donc là, on va devoir gérer des traductions, on va devoir gérer plusieurs pays, des spécificités dans chaque endroit, euh, des spécificités tant chez le client que même chez les lois du pays. Ce projet, c'était essentiellement une refonte technique, mais ça a impacté toute l'entreprise. Donc le marketing, les appros, la logistique, tout le monde était impacté par ce changement. Et c'est un programme qui englobait 2 équipes à temps plein, avec 2 autres équipes qui intervenaient de manière un peu plus sporadique. Donc du coup, c'était un gros programme. Et ça, c'était notre plan. Donc on avait une phase 1, une phase 2, une phase 3, une phase 4. C'était bien cadencé. On allait faire du progressive rollout parce que c'était plus simple pour nous. Ça nous permettait de tester vraiment notre plateforme et à chaque fois d'ajouter une difficulté en plus. Et maintenant, j'espère que vous êtes prêts à rencontrer la réalité parce que ça, c'est ce qui s'est passé. Un an après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait phase 1. On a commencé à faire phase 2, puis on a changé de plan totalement. On allait sur phase 3. En phase 3, on a changé le scope. Et donc là, la grosse question, c'est évidemment comment est-ce qu'on a réussi à faire ça? Comment est-ce qu'on a réussi à survivre? Sachant qu'au début de phase 1, on n'avait pas de backlog. Donc je vais commencer par mon arrivée chez Oscaro. Je tiens à souligner que j'avais quand même une super équipe et même il manquait des choses, même si on a pu voir qu'il y avait des problèmes, il y avait quand même des choses qui existaient qui étaient très bien, notamment l'Atomic Design. Tout ce projet, tout ce qui s'est passé et enfin, je remercie énormément l'équipe qui est en place d'avoir utilisé l'Atomic Design avant que j'arrive, parce que ça simplifie énormément toute la production. Si vous avez des questions dessus, on pourra en parler après. Ils ont aussi mené de la recherche utilisateur, donc ils ont fait des itérations sur des prototypes. Ils sont allés voir des utilisateurs dans la rue et en laboratoire pour un peu tester les concepts qu'ils voulaient mettre en avant. Donc ça aussi, c'était une grande richesse avant que j'arrive et c'était quelque chose qu'on a pu exploiter. Et j'avais un petit Trello fait spécialement pour moi pour faciliter l'onboarding. Donc c'était super. Mais évidemment, il y avait des problèmes. Donc quand je suis arrivé, je me suis demandé, OK, où est le backlog? On a un énorme programme avec plusieurs équipes. Où est le lieu central qui réunit le travail de toutes ces équipes? Et donc là, j'ai une citation d'un de mes collègues qui me dit « Je pars en vacances, à mon retour, l'équipe devrait avoir terminé. Ils savent ce qu'ils doivent faire, t'inquiète pas. » Donc là, j'étais super rassuré à ce moment-là. Et on pensait vraiment qu'on savait ce qu'on devait faire. Sauf que quand on a mis en recette la plateforme, il y a quelqu'un de la QA qui nous a dit « Mais je vois pas où sont les demandes de garantie, c'est où? Et c'est normal que je puisse retourner une pièce réexpédiée. » Donc en fait, on avait manqué un énorme pan de ce qu'est l'e-commerce. Et c'était juste pas là. Et pourtant, on pensait qu'on avait terminé. Donc on avait un gros problème, c'est qu'on n'avait pas de backlog pour tout le monde. Donc ensuite, je me suis demandé, OK, qui peut m'aider? Qui peut m'expliquer comment ça marche? Donc là, on avait en l'occurrence un problème sur les retours. Je suis donc allé voir les gens des retours. Et ce qu'on m'a répondu, c'est je sais comment ça marche avant, je ne sais pas comment ça va marcher après. Et là, je me dis, oh, je vais me sentir un petit peu seul là. Et donc, je commence à parler un peu du projet autour de moi. Et là, je me rends compte qu'il y a des gens qui découvrent des informations qui me paraissaient quand même relativement simples d'obtenir. En fait, il suffisait juste de poser la question.
Et donc, j'ai cette citation, c'est « Tu dis que je ne peux pas passer de commande sans créer de compte, il faut que je rentre 2 fois mon email en plus ». Donc là, c'est quelqu'un qui découvrait vraiment ce qu'on avait fait depuis déjà un mois. Donc là, on voit les 2 problèmes émerger. On n'a pas de backlog, donc on ne peut pas construire, anticiper et prioriser, vu qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on doit faire. On a une idée, je veux dire, mais dans le détail, on ne sait pas ce que ça représente. Vu que dans le détail, on ne sait pas ce que les choses représentent, bah, on n'a pas d'estimé. Donc la santé mentale de l'équipe, ça, c'est par la fenêtre. On est dans une course-poursuite tout le temps en train de se demander, OK, qu'est-ce qu'on doit faire, quand est-ce qu'on doit livrer, comment est-ce qu'on peut faire pour aller vite. Les arbitrages, bah, c'est mort. Si on ne sait pas quelle feature coûte plus que quelle feature, bah, c'est dur de choisir entre l'une et l'autre. Et le respect des délais, bon, ça, c'est aussi mort. Et le manque de communication, bah, c'est la fin de la conduite du changement. Parce qu'en fait, j'avais des équipes de développeurs qui expliquaient au métier comment ça allait se passer. Donc là, c'est pas terrible. Le consensus, pareil, ça, on peut oublier. C'est-à-dire que si personne n'est au courant de ce qu'on garde, ce qu'on coupe dans le MVP, bah, pour l'accepter, après, c'est un peu difficile. Et la valorisation du travail, c'est-à-dire que les gens qui ne sont pas à la production reconnaissent le travail qui a été fourni. Pareil, c'est un peu compliqué. On a un sentiment amer qu'on ne nous a pas écoutés et ça valorise personne. Donc le maître mot pour régler ces problèmes, ça a été le pragmatisme. La première chose, ça a été la machine à café, le sauveur. Donc, qu'est-ce qu'on a fait à la machine à café? Bah, se faire connaître des acteurs principaux du projet. Coucou, j'existe, je suis Clément, si vous voulez me parler de ce projet-là, venez. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, vous pouvez me le dire et ce sera pris en compte. Mais aussi, construire le backlog, parce que je dis qu'il n'y avait pas de backlog, qu'on ne savait pas bien ce qu'on faisait, mais certaines personnes à certains endroits avaient une bonne vision, chacun indépendamment de leur scope. Et donc l'important, c'est d'aller rencontrer ces personnes et d'apprendre d'eux. Donc voilà, la machine à café, gros vecteur de communication. Mais ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à rédiger. Donc en fait, on s'est entraîné pour l'avenir. À ce moment-là, autant vous le dire, on était déjà en retard, déjà dans le rush. Mais il fallait quand même s'entraîner pour l'avenir. Donc on a commencé à rédiger. Et même si parfois on rédigeait après coup, ça nous permettait d'historiser le chaos et estimer. Donc on savait qu'on était en retard. Estimer, ça allait pas nous servir à savoir si on allait livrer à l'heure ou pas, vu que bah, c'était déjà cramé. Mais ça nous a permis de nous entraîner. Donc, on livre cette première partie de la plateforme, on finit phase 1. Et déjà, c'est un succès en soi, parce qu'on a réussi à produire quelque chose. Mais il y a d'autres succès. C'est-à-dire qu'on a réussi à sortir les CGV en même temps que la plateforme. Et ça, c'était un succès à l'époque qui me paraissait incroyable. C'est-à-dire qu'on a réussi à communiquer toute la complexité de ce qu'on avait fait à une équipe qui était extérieure au projet. Donc là, sur la communication, on avait fait un pas en avant. Le call center aussi connaissait la nouvelle plateforme. Donc ça, c'était très important parce que souvent, entre les équipes de production et les call centers, il peut y avoir... Et là, on s'était déplacé, on avait fait des démos et pour essayer de les onboarder un maximum. Comme je l'avais dit, on avait commencé à faire des estimés et du coup, on faisait des pokers des stories, donc des pokers hebdo, où on estimait nos stories. Et ça nous a permis de construire un premier référentiel de StoryPoint pour pouvoir exploiter. Et par contre, il y avait quelques défaillances qui commençaient à se montrer. Donc il y a le fameux « on n'avait pas dit ça à la réunion ». Donc premier signe de dysfonctionnement. Deuxième signe, c'était un mois après le go live, donc la plateforme était live, hein, tout le monde pouvait y accéder. Quelqu'un nous a dit « je fais une newsletter interne, tu peux m'expliquer le projet ». Là, je me dis « mais mince quand même, c'est live ». Et la personne n'est pas allée voir la plateforme, donc il y a peut-être encore un problème de communication. Et après, un mois après le début de phase 2, là, on change totalement de plan. On dit que phase 2, on la fera plus tard, et on fait phase 3 pour s'adapter. On n'avait pas dit ça à la réunion, on a essayé de le régler de plusieurs manières. L'une de ces manières, ça a été de faire un one-pager de feature, donc c'est-à-dire écrire un one-pager avec un titre médiatique, une explication de la feature, pourquoi on fait cette feature, et après de additionnels, donc soit une description des règles métiers, un schéma de navigation, et parfois des wireframes. Ensuite, pour ce qui était des problèmes de communication, donc on s'est dit qu'on allait commencer à faire des démos publiques. C'est-à-dire que
quand on sentait quelque chose de relativement important, on réservait une salle, on invitait tous ceux qui veulent participer à venir voir en live une démonstration de la nouvelle feature. Donc, vous pouvez rentrer dans la salle, les développeurs montraient la nouvelle feature, sortir. Et quand on choisit notre modèle, on est parti sur du Kanban. Parce qu'au final, on s'est rendu compte qu'on avait des priorités qui changeaient relativement souvent. Et Kanban, ça nous a permis de réduire le lead time au maximum pour éviter les déconvenus. Donc ça, en d'autres termes, ça veut dire éviter de prévoir 6 mois à l'avance et constamment les plans. Ça nous évitait de gâcher du travail. Donc là, on avait commencé phase 2 et on se dit, OK, on va faire phase 3. Donc, on fait notre petite checklist. Le backlog peut s'améliorer, mais on a déjà quelque chose. Les estimés sont en bonne voie. On avait déjà notre référentiel de StoryPoint. Au niveau de la communication, les membres directement touchés sont au courant de ce qui se passe, mais au-delà de ça, c'est difficile. Et par contre, ce qui change, c'est que là, on a une date butoir qui met bien la pression. Et donc, pour gérer cette pression, on a fait plusieurs choses. Sur la communication et le backlog, on a fait un comité de programme. C'est-à-dire que la plupart des décideurs autour du programme sont réunis dans une pièce toutes les 2 semaines pour parler de l'avancement du projet, potentiellement déprioriser, reprioriser des features. Ça, c'était un game changer dans l'organisation de tout ce programme, clairement. Ça nous a permis de lever beaucoup de problèmes en amont, prendre des bonnes décisions. C'était clairement un game changer. Ensuite, pour gérer le choc des imprévus, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place ce qu'on appelait un Wikinit. Donc, même si on ne faisait pas de Scrum, c'est bien de garder un petit cadencement. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait le numéro de semaine, on inscrivait les faits notoires de la semaine, donc un tel est en vacances, il y a telle réunion qui va se passer cette semaine, tout ce qui sort un petit peu de l'ordinaire. Ensuite, on donnait un focus de la semaine, c'est-à-dire un élément sur lequel l'équipe doit se concentrer. Typiquement, aujourd'hui, on va se concentrer sur X feature, Y feature. Ça donnait un cap pour la semaine. Ensuite, on rappelait le travail en cours, donc ce qu'on n'avait pas forcément terminé de la semaine dernière. Et les faits marquants chez les équipes mitoyennes à la nôtre, parce qu'on avait beaucoup de dépendances, et donc parfois, ça faisait du bien de rappeler que telle équipe a terminé telle chose, telle équipe est encore en train d'avancer. Et finalement, dans toute cette itération, cette phase 3, notre étoile du berger, c'était ça. On avait utilisé nos story points pour en faire un burn-up de version. Donc en gros, si on regarde ce chart, et on va s'attendre un peu dessus, on a la target. Donc ça, c'est la taille à peu près du backlog qu'on a estimé en début. Ensuite, vous avez une droite rouge qui était ce qu'on a réellement estimé. La jaune, c'était ce qu'on avait fait. Et la bleue, c'est ce qu'on avait mis en production. Donc là, on pouvait vraiment voir toute l'évolution et suivre jour par jour si jamais on déraillait ou si jamais on était encore dans les temps. Donc là, on a livré phase 3. On est content. On est passé de 1 mois de retard à 1 semaine de retard. Il y a eu un énorme progrès. Le niveau de stress a diminué très fort. On fait notre checklist pour la phase 4. On a un backlog. Ça, c'est OK. On a les estimés. OK. La communication, c'est en place. La date butoir, on la sent bien. Après, on a voulu s'intéresser à d'autres aspects du projet. Donc, notamment la qualité du code et la vélocité. Pourquoi la qualité du code? Parce qu'une base de code solide, forcément, c'est une vélocité améliorée. On a moins de bugs à résoudre, on a moins de tortillons à contourner. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour ça? La première chose qu'on a mis en place, c'est les merge requests. C'est-à-dire que dès que quelqu'un va faire une nouvelle feature, elle va d'abord être évaluée par un pair avant d'être ajoutée au produit. Comme ça, il y a une validation au moins par 2 personnes. Ensuite, on a rajouté la conception technique. Donc, on faisait des conceptions techniques, mais pas systématiques. Là, on l'a rendu systématique et challengé par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'encore une fois, on essaie d'établir un plan de bataille et on valide ce plan de bataille avec quelqu'un d'autre. Et finalement, on a mis en place un Kaizen. Donc, c'est un objectif d'amélioration continue. Et ce Kaizen, c'était 0,500 chez nous. Donc, 0 erreur 500 chez nous.
Donc, pour gagner du temps, pour être plus rapide à produire, il faut savoir où on en perd. Donc, on a fait plusieurs choses pour ça. On a ce graphique que je vous montre, qui est en fait le timing list. Donc, on est en train d'expérimenter en ce moment avec cette visualisation. On peut voir le temps qu'a passé une carte par liste. Et donc, on peut voir les outliers et savoir où est-ce qu'il y a eu un problème. Ce qui nous permet par après de lever les problèmes en rétro et de faire des résolutions de problèmes pour adopter des mesures et faire en sorte que ça n'arrive plus. Et donc, si on doit faire le bilan maintenant, en phase 1, on avait un mois de retard. En phase 2, on est passé à une semaine de retard. Et en phase 3, on était quasiment en avance. Sur la phase 1, encore une fois, on avait multiples features oubliées. En phase 2, une seule. Et en phase 3, toutes les features sont arbitrées. C'est-à-dire que si on n'a pas fait quelque chose, c'est qu'on avait décidé de ne pas le faire. Et ça, c'était un gros progrès, surtout dans l'obtention de ce consensus. En phase 1, le stress level, il était infini. Pour vous expliquer, on a fini dans une pièce, l'équipe confinée en mode hackathon, alors qu'en phase 2, le stress était, à mon sens, relativement gérable. Et en phase 3, on était tellement à l'aise avec les changements de dernière minute qu'on a pu absorber un changement de business model en à peine 3 jours. On l'a regardé passer en mode « ouais, ça ne nous impressionne pas ». Ensuite, je vous ai mis quelques verbatim qui pour moi, montrent un gros succès. Donc la première, c'est quelque chose qu'on m'a rapporté d'une réunion. Quelqu'un dit « on fait quoi? On fait un ticket ?» Et l'autre personne répond « non, c'est Clément, on peut lui parler, il va s'en occuper ». Ça, pour moi, c'était un gros progrès pour deux choses. Déjà, la communication, parce qu'enfin, on allait pouvoir se parler et arrêter de faire des tickets à gauche, à droite. Mais surtout, ça enlève cette relation de client-fournisseur, où en fait, l'équipe métier va faire un ticket et l'équipe de dev doit faire le ticket, peu importe ce qui est écrit dessus. Là, on va pouvoir avoir un vrai dialogue. Ensuite, la note de 5 sur 5, donc c'était une question qu'on s'est posée en rétro. Est-ce que vous savez pourquoi vous venez le matin? Et donc, la plupart des devs ont répondu 5 sur 5. Donc, pour moi, c'est un succès, parce que comme vous avez pu le voir, on a eu beaucoup de changements de plan. C'était pas facile de s'accrocher. Et voir qu'on arrive quand même à garder un cap, c'était une bonne chose. Et une dernière phrase que j'ai entendue en rétro qui m'a beaucoup ému, c'était « Merci à Clément de préparer la vie après le programme ». Ça, c'était juste pour vous dire que voilà, on a commencé ce programme sans backlog, sans vraiment savoir ce qu'on allait faire dans le détail. Et on sort de ce programme avec une vision relativement claire de toutes les choses qu'on va faire après. Donc, à mon sens, il y a eu un beau progrès là-dessus. Et du coup, le fin mot, si je devais vous prendre un snapshot de ce qu'on fait aujourd'hui, sur le backlog, donc une feature, c'est 3 questions. On va répondre à what, why and how. Ça nous suffit pour déjà commencer à faire des estimés. Donc les estimés. Une feature, c'est une t-shirt size. On reste relativement grossier. On n'a pas le détail à ce moment-là, donc on ne va pas essayer d'aller chercher plus loin. Et pour une user story, on va utiliser le story point. Là, la user story va être plus fine, ce qui nous permettra un meilleur estimé. Ensuite, sur la communication, on a un réseau de promoteurs. Donc, c'est-à-dire que, à force de communiquer autour du projet, on a réussi à identifier certaines personnes qui s'y intéressent suffisamment et qui diffusent l'information. Et donc, ces gens-là, on les garde près de nous, on les aime bien. Et après, de manière officielle, on a le comité de programme qui fait de la communication, du coup, à toutes les équipes. Du point de vue de l'agilité, on a mis en place le Kanban avec un lead time serré et on est en train d'optimiser le cycle time. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que on s'intéresse aux features qui vont venir pour sûr. Et quand on a décidé qu'on faisait une feature, on essaye de raccourcir un maximum le temps de production. Et le dernier point, c'est une super équipe. Point final. Voilà. Une super équipe avec qui, j'espère, je vais pouvoir attaquer le prochain challenge qui est la vie après le programme. Comment est-ce qu'on va faire maintenant qu'on n'a plus ce gros programme devant nous? C'était la fin de ma présentation. Si vous avez des questions.
Alors, je vois, est-ce que le projet était en cycle en V? Non, le projet n'était pas en cycle en V, et comme on a pu le voir, en fait, on a du coup changé les priorités assez souvent. Au début, pour être honnête, hein, il n'y avait pas forcément d'organisation en place, mais bon, comme je dis, après, on a fait du Kanban. Jennifer me dit comment l'équipe a pris le fait de passer de Scrum à Kanban. En fait, on ne faisait pas de Scrum avant, et l'équipe n'était pas forcément pour le fait de faire du Scrum. Et c'est une question qui se pose hein, maintenant qu'on sort de ce programme-là. On n'a plus des gros blocs à release. Donc, est-ce qu'on va continuer à faire du Kanban, sachant que maintenant, on va nous attendre sur beaucoup plus de dates, ou est-ce qu'on va faire du Scrum? C'est une question qui se pose, mais pour l'instant, le Kanban nous convient très bien. Alors, et donc, du coup, quelle était la méthodologie utilisée à mon arrivée? J'ai envie de dire du Kanban, mais du Kanban un peu à l'arrache. En fait, on dev ce qu'on peut quand on peut, euh, sans, sans trop d'optimisation. Donc en fait, on est resté dans le même modèle, on a juste un peu optimisé par-dessus. Tac. Alors, est-ce que mes devs arrivent à t-shirt sizer sans trop de problèmes, étant donné qu'en soi, je n'ai pas tous les détails de la feature? C'est justement pour ça qu'on t-shirt size et qu'on a en fait deux paradigmes pour sizer les features. On a le t-shirt size, donc pour ce qui est très, très imprécis. Et forcément, s'il y a beaucoup d'imprécisions, si on ne sait pas comment ça va se passer, c'est là qu'un M se transforme en L, ou c'est là que on va augmenter un peu le sizing si jamais on n'a pas toutes les informations. Et après, ça nous permet d'avoir d'un côté le paradigme pour le très gros et le très flou, et de l'autre côté, avec les story points, d'avoir un autre paradigme et d'essayer de ne pas faire de comparaison entre les deux, justement. Euh, alors, rappelez la composition de l'équipe. Donc, la composition de l'équipe, on avait un magnifique Scrum Master. On avait trois devs, un intégrateur et un UX. Voilà. Et donc, comment gérer la partie design UX? C'était l'intégrer en fait dans notre Kanban. Je ne sais pas si la question peut être plus précise. Alors, comment est-ce qu'on gérait la communication avec les métiers? Du coup, j'ai essayé d'y répondre dans la présentation, mais ça a été beaucoup de démos que on n'a pas maintenu parce qu'on a du mal à trouver un cycle de démos qui convenait parfaitement. Mais maintenant, c'est beaucoup de communication informelle, on va dire. On a essayé les mails de mise en prod. Alors, j'étais pas ultra convaincu. J'ai eu un mauvais événement, c'est-à-dire que j'ai envoyé un mail de mise en prod. Et 2 mois plus tard, j'ai reçu une question qui me disait ah, mais au fait, est-ce que vous avez mis en prod telle feature? Sauf que j'avais envoyé un mail par le passé. Donc, j'ai une mauvaise expérience en général avec ce genre de communication. Et je pense que la communication personne à personne, où ça passe beaucoup mieux. Et qui participait au comité de programme? Globalement, c'était les membres du CODIR concernés par le projet et les décideurs sur d'autres parties, si jamais il n'y en avait pas. Comment est-ce qu'on gère les demandes d'évolution et les feedbacks métiers? Faites une réunion et parlez-moi. En fait, c'était comme ça. Donc, on fait le tour de la question. Ensuite, on ramène à ce comité au comité dont je parlais précédemment, la demande d'évolution, et on essaie de juger tous si ça vaut le coup de mettre le projet en retard ou pas. Comme je disais, on avait des deadlines très serrés, et en général, ces deadlines étaient calculés par rapport à la taille de notre backlog. Donc, tout ce qui venait se rajouter allait plus ou moins mettre en retard le projet. Après, c'était des questions d'arbitrage
combien ça coûte, combien ça va nous rapporter, enfin, c'est-à-dire en termes, pas forcément financiers, mais en termes d'utilisation, et est-ce que ça vaut vraiment la peine. La tendance, en général, c'était plutôt justement à couper et à sortir un vrai MVP que de rajouter des features par-dessus. Alors, Qu'est-ce qui a été le plus dur à mettre en place? Comment toute cette réorganisation a été prise par l'entreprise? Alors, qu'est-ce qui a été le plus dur à mettre en place? Pour l'instant, ce qui a été le plus dur à mettre en place, c'est la gestion des dépendances. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, on était plusieurs équipes sur le projet et c'est un peu un découpage en strates. Donc, on a une équipe back, une équipe front, une équipe spécialisée en logistique. Et donc, le plus dur, c'est vraiment de faire communiquer tout cet écosystème pour savoir, OK, telle route d'API est prête à ce moment-là. Donc, les autres équipes peuvent démarrer. C'est vraiment le plus dur. Et si je dois être honnête, c'est un challenge qu'on n'a pas encore craqué. C'est encore une fois beaucoup de discussions informelles, beaucoup de je vais voir dans le backlog des autres. On a mis en place aussi un point PO où en fait les PO s'update un peu sur leur production. Et on est en train d'essayer de construire en fait une grande vue de qui fait quoi à quel moment pour essayer de faciliter ce problème-là. Quelle était votre fréquence de release? Notre fréquence de release, vu qu'on était en Kanban, c'est le plus souvent possible. Donc, on a eu des moments où on a réussi à release 2 fois par semaine. D'autres, on a eu plus de problèmes, donc c'était 1 fois par semaine. Mais en gros, dès qu'on a quelque chose de testable, on essaye de le réaliser. Le PO était-il présent de la conception à la mise en production? Alors, oui. En gros, comment ça se passe une feature? Je vais pitcher la feature à l'équipe. On va partir en phase UX/UI. Donc là, forcément, j'accompagne mon UX/UI. Ensuite, on a la phase de production par les devs. Et là, je suis le premier à tester la feature. C'est-à-dire que on envoie la feature en dev et avant même que la QA passe, c'est moi qui vais la tester. Une fois que ça me convient et que c'est bon, donc en général, tout le temps, on peut passer à l'équipe QA qui, elle, va s'occuper de faire des tests de non-régression, qui va s'occuper de tester sur différents navigateurs. Et ensuite, on mettra en prod. Et là, on va suivre l'évolution quand on le peut. Le fait de l'avoir fait en plusieurs phases, en fait, on avait du mal à avoir des feedbacks clients sur la phase 1, vu que le trafic était trop faible, en fait. Sur la phase 3, ça a été plus simple, mais voir une évolution, c'était plus compliqué. Et là, la phase 4 va nous permettre de vraiment avoir du feedback client instantané. Donc, c'est une habitude qu'on va mettre en place à la phase 4. Allez, dernière question. Mon plus gros pain point. Alors, du coup, tout à l'heure, je vous ai parlé de la gestion des dépendances inter-équipes. Et je pense que ça devrait être le plus gros pain point que j'ai en ce moment. Parce que du coup, en fait, c'est beaucoup de bruit, c'est beaucoup de chaos et c'est beaucoup d'efforts d'aller voir chaque équipe et de demander, OK, vous en êtes où? Vous en êtes là? OK, ça marche très bien. Vous en êtes là, ça marche pas très bien. Et c'est un problème qu'on doit vraiment craquer. Voilà. Et a priori, c'était la dernière question. Merci beaucoup du coup d'avoir participé. Merci pour vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn ou autre. Je pourrai répondre. Voilà. Rebonjour tout le monde.
Ben, merci à tous de nous avoir suivis. Clément a essayé de répondre à un maximum de questions. C'est aussi un petit peu compliqué pour l'instant actuellement de gérer un petit peu toutes ces questions-là. Merci beaucoup à tous. N'hésitez pas à venir sur le LinkedIn de WeVoo, qui vous permettra justement de poser vos questions si vous en avez d'autres, et Clément y répondra avec précision. Le prochain meet-up, donc prochain webinar aura lieu vendredi prochain à 12h30 et qui sera la conduite du changement, du coup sur un produit, avec les utilisateurs qui aiment pas forcément avoir des changements. Donc comment apporter cette conduite du changement sur ces produits-là. Je vous remercie encore à tous d'avoir participé et d'être venus sur ce webinar. Je vous dis à bientôt et bon week-end à tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.